Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta, ainsi que l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Xia Huang, pour leurs exposés respectifs. Je salue également la présence des représentants permanents des différents pays de la région des Grands Lacs, ici présents. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous n'avons pas, ce que nous ne savons, n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, mais ce conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation? Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui, depuis 3 décennies, s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté.
Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil doit intervenir. Le Conseil ne peut se contenter de rester silencieux face à ce drame. Il ne peut pas se cacher derrière des déclarations d'intention. Le moment est venu de faire respecter les principes qui définissent cette institution, la paix, la sécurité, le respect du droit international. Le droit international est universel, il s'applique à tous. Même s'il faut aspirer à des solutions africaines, on ne peut pas rester les bras croisés lorsque des civils sont tués. Ce n'est pas la solution, et c'est en tout cas pas une solution africaine. Nous réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé aux pieds le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures. Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé aux pieds les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le Président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Wagner, de son intervention.
Je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre présidence de ce Conseil. Je remercie également l'ambassadeur Huang Sha et la représentante spéciale Bintou Keita pour leurs exposés. Je salue également la participation de Mme Teresa Kakamwaba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et des représentants du Kenya, de l'Angola et du Burundi, ainsi que l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Monsieur le Président, le Rwanda salue les efforts de la région dirigés par la CAE et la SADC, en particulier le sommet conjoint organisé à Dar es Salaam le 8 février dernier. Ce sommet conjoint a eu des résultats positifs, y compris premièrement un appel à un cessez-le-feu, deuxièmement un appui humanitaire urgent et troisièmement la fusion de processus de paix de Luanda et de Nairobi qui doivent être dirigés par un groupe de facilitateurs de différentes régions sous la présidence du président Lorenzo. Le sommet conjoint CAE-SADC a également prévu la reprise de négociations directes, du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23. Ces résultats ont été approuvés par une réunion extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État le 14 février 2025, ainsi que l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui a eu lieu les 15 et 16 février 2025. Monsieur le Président, le Rwanda se félicite de l'appui des membres du Conseil qui tiennent à des solutions dirigées par les Africains. Nous continuons à pleinement participer à ces efforts et continuons à les appuyer de bonne foi et avec notre plein engagement. Cependant, nous devons condamner les actes de ceux, y compris la RDC, qui entravent ces efforts en faisant du lobbying auprès des capitales occidentales plutôt que de travailler avec les dirigeants africains et les mécanismes régionaux. Malgré la nature si importante des récentes discussions régionales, la RDC a constamment opté pour une présence virtuelle ou pour la non-participation. Lorsque les dirigeants de la région se sont réunis au sommet de l'Union africaine pour parler de la situation sécuritaire dans la RDC, le président de la RDC, le président Tshisekedi, se trouvait, lui, à la conférence de sécurité de Munich et continuait à appeler à des sanctions contre le Rwanda plutôt que de mener un dialogue direct. D'autres chefs d'État étaient présents à Addis Abeba pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, le principal bénéficiaire de ces discussions aurait gagné à être présent dans la salle. Je ne saurais trop insister. Le leadership africain doit déterminer les règlements de ce conflit. Le fait de ne pas appuyer les solutions régionales a aggravé l'instabilité par le passé. C'est pourquoi le Rwanda appelle à la pleine approbation des résultats du sommet conjoint CAE-SADC appuyé par l'Union africaine. De plus, au cœur de cette crise, il y a une alliance dangereuse entre le gouvernement de la RDC et des acteurs extérieurs, principalement la milice génocidaire des FDLR, qui The Four Nations Tournament is on right now, and I'm cheering on Team Canada in my favorite chair. What do you think? You're going to be as comfy as me? Les mécanismes régionaux, dresser les blocs régionaux les uns contre les autres, ignorer les cessez-le-feu, refuser le dialogue avec sa propre population et mener une escalade des violences ethniques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis la chute de Goma, les dirigeants de la région ont œuvré sans relâche pour parvenir à la paix. Cependant, le gouvernement de la RDC a répondu en renforçant ses lignes de front avec davantage de soldats et de forces burundaises. Cette militarisation irresponsable, alliée à une incitation à la violence parrainée par l'État, a créé un environnement de non-droit. La distribution incontrôlée d'armes ont même fait que des milices qui jusque-là étaient alignées sur le gouvernement RDC se retourner contre Kinshasa. Quand un acteur étatique distribue des armes
à des groupes armés malveillants. Le résultat, c'est le chaos. Et ce que nous avons constaté avec toutes les vies perdues, ça a été provoqué par le fait qu'on a distribué des milliers d'armes à tous ces jeunes et on les a mobilisés les uns contre les autres. Et voilà le résultat. Des déclarations incendiaires de responsables de la RDC, notamment celles prononcées par le ministre lors de la séance précédente du Conseil le 29 janvier, qui appelle à la rue à prendre le contrôle, ont aggravé la situation. Et d'ailleurs, après la déclaration de la ministre au Conseil, nous avons constaté des cas de mobilisation des jeunes par des milices armées au sud Kivu, dirigés par des officiers connus des FARDC. Armer des jeunes civils dans un contexte déjà instable est non seulement irresponsable, mais c'est clairement une incitation à la haine et à la violence. Et il y a ici beaucoup de désinformation. Lorsque les FARDC distribuaient les armes et armaient des enfants, personne n'en a parlé. Personne n'a rien dit. Et maintenant, vous constatez des mésinformations concernant des exécutions d'enfants. Je le répète, la prolifération d'armes menées par un acteur étatique à des groupes armés mal intentionnés. Et il y a plus de 250 groupes armés connus en RDC. C'est une recette pour une catastrophe, la catastrophe à laquelle nous continuons à assister. Les armes devraient être distribuées à des officiers, à des soldats formés. La situation en est arrivée au point où il y a énormément de difficultés humanitaires. Le Rwanda ne peut pas être accusé des problèmes dont la RDC est responsable. Comme l'a dit le président Kagame à Addis Abeba, je cite, « Nous avons nos propres problèmes auxquels nous devons faire face. Le Congo est trop grand pour que le Rwanda puisse le soutenir et le porter sur son dos. Le Rwanda n'est pas intéressé par les conflits internes à RDC. Les allégations de saisie de terre ou d'occupation ignorent les déséquilibres en matière de pouvoir qui ont lieu en RDC. Notre seule priorité a toujours été et sera toujours la sécurité de nos frontières et la stabilité de notre pays. Nous n'avons cessé de le répéter. Quelle est la menace sécuritaire existentielle pour le Rwanda qui provient de la RDC? Nous la prenons très au sérieux. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à accueillir des réfugiés qui fuient les violences en RDC, malgré des appels persistants de la part de la RDC et de ses alliés à imposer des sanctions contre le Rwanda. Paradoxalement, parmi ceux qui franchissent la frontière vers le Rwanda, on trouve les mêmes menaces sécuritaires contre lesquelles nous avons régulièrement averti le Conseil. Le 29 janvier, plus de 180 mercenaires étrangers ainsi que plus de 100 soldats congolais sont entrés sur le territoire rwanda, ce qui a montré que les FARDC utilisent depuis longtemps des combattants étrangers. Il n'y a aucune réaction de la communauté internationale. Mais comme nous l'avons constamment dit, l'utilisation de mercenaires par des acteurs étatiques va à l'encontre de la Convention de 1989 des Nations Unies et la Convention de 1979 de l'Union africaine qui interdit l'utilisation de mercenaires par les États. Plus préoccupant encore est le fait que la communauté internationale ne veut pas faire face aux menaces existentielles auxquelles est confronté le Rwanda, la purification ethnique contre les Tutsis congolais et la mauvaise interprétation du conflit. Au lieu de reconnaître la responsabilité de l'RDC, on a commodément accusé d'abord le Rwanda et maintenant l'ancien président Joseph Kabila. Où s'arrêtera-t-on? Quelqu'un ici doit assumer ses responsabilités. La réalité a toujours été claire. La renaissance du M23
s'explique par la persécution pendant 2 décennies des communautés congolaises sur la base de leur ethnicité, bien avant le gouvernement rwandais actuel. Le Rwanda a constamment averti que le FDLR joue un rôle central dans cette crise. Depuis 2018, plus de 20 incursions ont été lancées vers le Rwanda, en particulier dans la province du Sud et dans la région du Nord-Ouest. Malgré les affirmations selon lesquelles les FDLR sont affaiblis, sa coopération active et son financement par la FARDC prouvent le contraire. Le gouvernement de la RDC doit reconnaître que sa coalition avec la FDLR déstabilise le Rwanda et perpétue les souffrances des civils congolais. Si l'on ignore le rôle des FDLR, on ne pourra pas demander des comptes aux ceux qui sont responsables de l'exportation des idéologies extrémistes au-delà des frontières du Rwanda. Mais au-delà des FDLR, le Rwanda est également préoccupé par un très grand nombre de forces étrangères déployées le long de ses frontières, à savoir les forces burundaises, qui souscrivent à la même idéologie ethnique que les FDLR, les semi-DRC et des mercenaires. Nous sommes également préoccupés par le fait que le président de la RDC demande davantage de forces étrangères qu'il demande à d'autres pays africains. Toutes ces forces étrangères doivent se retirer de l'Est de l'RD. Les FARDC, les forces burundaises et les forces du FDLR ont retourné leurs armes contre le Rwanda. Ils ont tué 16 civils innocents et blessé 177 civils. Ils ont détruit des biens, les moyens de subsistance. Pourtant, aucun pays n'a condamné cette violation flagrante de la souveraineté du Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'autre choix que de renforcer ses défenses et il continuera à le faire. Monsieur le Président, s'agissant de la MONUSCO, nous avons été extrêmement clairs. La position du Rwanda reste que les soldats de la paix doivent jouer la sécurité, ils doivent être protégés. C'est la règle que nous respectons, nous n'avons cessé de le répéter. Cependant, la transparence est également extrêmement importante. Il est essentiel que le Conseil dispose d'informations exactes. Je pense qu'il y a des informations essentielles dont Mme Keïta aurait dû faire part au Conseil, notamment la coopération de la MONUSCO avec le M23, notamment le résultat d'une réunion hier entre Viviane Van der Pell et Kone Nanga, le dirigeant du groupe armé. Je pense qu'il aurait été essentiel de communiquer cette information afin qu'au moins le Conseil soit au courant. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'exploitation des minerais, les parties responsables sont bien connues. On sait bien qui exploite la RDC. Le Rwanda n'a pas de concession minière en RDC, mais nous continuons à être accusés à tort. L'affirmation selon laquelle les ressources minérales attisent le conflit sont fausses et insultantes. Le M23 sont des personnes qui se battent pour leurs droits et leur survie, pour leur propriété, leurs biens ancestraux. On ne peut pas accuser le Rwanda des dysfonctions économiques de la RDC. Ce sont les responsables congolais qui profitent le plus de l'instabilité et de la corruption du secteur minier. Alors que le Rwanda a toujours promu un approvisionnement responsable et à lutter contre la contrebande et les activités illégales. Le Rwanda reste attaché aux mécanismes régionaux pour neutraliser les FDLR et pour garantir le retrait de toutes les forces étrangères qui menacent notre sécurité. Ces mesures sont essentielles pour la stabilité du Rwanda et pour une paix durable de la région. Une fois que ces conditions ont été réunies, le Rwanda ajustera ses mesures défensives. Nous exhortons la RDC à véritablement participer au processus de paix CE-SADC. Nous appelons la communauté internationale à appuyer ces initiatives dirigées par les Africains plutôt que d'imposer des mesures contre-productives. Si les sanctions ou les mesures punitives étaient la solution aux problèmes de la région, le Rwanda serait la première à les appuyer. Mais l'histoire nous a enseigné que c'est l'inverse qui est vrai. Ces sanctions ne font qu'aggraver les divisions et entraver les efforts de paix régionaux. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à être convaincu du fait que l'avenir de notre région dépend de l'unité, de la prospérité partagée et d'une paix inclusive. Les liens historiques et culturels entre nos communautés ont un immense potentiel qui n'a pas été exploité. Nous espérons que grâce au dialogue et à la coopération, nous pourrons parvenir à la paix et au développement durable dont cette région a tant besoin. Je vous remercie.
Je remercie le représentant du Rwanda pour sa déclaration. La parole est à l'Angola. Mr. President, thank you. Monsieur le Président, merci de nous donner la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, nous saluons la présence de son Excellence Thérèse Kwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. Et son Excellence l'ambassadeur Ernest Moussio, représentant permanent de la République du Rwanda près l'ONU. Nous remercions Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la MONUSCO, ainsi que Monsieur Huang Xian, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Nous les remercions pour leurs exposés circonstanciés. Monsieur le Président, poursuit son offensive et qu'il mène des avancées militaires importantes dans les provinces du Nord et Sud Kivu, malgré les appels du Conseil, par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'autres acteurs de la communauté internationale, afin qu'ils mettent un terme à ces opérations. L'Angola condamne sans embâche et rejette ces actes qui peuvent avoir des conséquences imprévues pour la paix et la sécurité de la région si l'on n'y met pas un terme maintenant. Nous sommes extrêmement préoccupés par les derniers événements. Nous répétons notre appel en faveur de la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, le retrait du M23 des zones occupées, ainsi que la fin de la création d'administrations parallèles sur le territoire de la RDC, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et au principe d'égalité souveraine de tous les États membres. La souveraineté, l'indépendance et l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées et défendues. L'Angola appelle les belligérants à respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, à protéger les civils, les personnes déplacées et leurs camps, ainsi que les camps médicaux, et à préserver l'intégrité et la sécurité des soldats de la paix et du personnel humanitaire. Les attaques contre les civils et les soldats de la paix représentent des crimes de guerre et leurs auteurs doivent être traduits en justice. Comme tout autre pays, la RDC a le droit de vivre dans la paix et la sécurité et de réaliser le développement durable. Le Conseil a la responsabilité d'aider la population et le gouvernement de la RDC à réaliser ses aspirations en agissant rapidement, de manière décisive, pour empêcher une nouvelle escalade de ce conflit et promouvoir son règlement pacifique à travers le processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons les membres du Conseil de sécurité à œuvrer rapidement afin d'adopter une résolution exhortant à cesser le feu immédiat et inconditionnel et à cessation des hostilités et un règlement pacifique du conflit grâce au processus de Luanda et de Nairobi, conformément au communiqué de la communauté conjointe de la CAE et du sommet chef d'État et de gouvernement de la SADC et du Conseil de paix, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 14 février 2025. Monsieur le Président, le 14 février, Son Excellence Jean-Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République de l'Angola, qui a reçu mandat de l'Union africaine en tant que président de la CIRGL d'assurer des efforts de médiation dans la crise entre la RDC et le Rwanda, a présenté un rapport au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exposant ses efforts visant à parvenir à la paix dans ce conflit qui n'a que trop duré. Il a souligné que les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda doivent être préservés et défendus. Ces progrès incluent la déclaration d'un cessez-le-feu le 4 août 2024, l'adoption d'un plan harmonisé pour la neutralisation
des FDLR et du désengagement des forces, la levée des mesures de défense et de sécurité par le Rwanda, l'adoption d'un concept d'opération et l'opérationnalisation du mécanisme de vérification renforcée ad hoc. Veuillez noter que la seule question en suspens, pour finaliser et consolider le projet d'accord de paix proposé par le médiateur, c'est les divergences concernant le règlement de la question liée au M23 qui relève du processus de Nairobi. Il est important de souligner que la question du M23 ne fait pas objectivement directement partie du mandat du processus de Luanda, car on a toujours compris que les questions liées aux différents groupes armés présents en RDC doivent être abordées dans le cadre du processus de Nairobi. Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço n'a cessé de le répéter. Le conflit et les problèmes sécuritaires dans l'est de la RDC ne sauraient avoir de solution militaire. Il a exhorté les parties à revenir à la table des négociations immédiatement. Il poursuit ses efforts diplomatiques pour la paix et la stabilité en RDC, à présent dans son nouveau rôle comme président de l'Union africaine depuis le 15 février 2025. En marche, la réunion du Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba le 14 février, il a rencontré son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et hier, à Luanda, en Angola, il a accueilli son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, afin de discuter de la suite des événements. Nous appelons la communauté internationale et le Conseil de sécurité à continuer à appuyer les initiatives de la région pour renforcer la coordination, l'harmonisation et la complémentarité entre les processus de Luanda et de Nairobi afin de promouvoir des solutions africaines aux problèmes africains. Monsieur le Président, une désescalade rapide et inconditionnelle du conflit et un véritable renouvellement des engagements des parties afin d'envisager les moyens de surmonter les problèmes sont essentiels pour créer un environnement politique propice à une solution pacifique dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Nous encourageons toutes les parties à éviter toute mesure ou discours qui pourrait encore mener à une escalade des tensions, y compris des déclarations provocatrices ou des déclarations publiques incendiaires, car elles sont contre-productives pour ce qui est des efforts diplomatiques permettant de parvenir à une solution diplomatique à ce conflit qui dure depuis si longtemps. Comme son Excellence, le président João Manuel Gonçalves Lourenço l'a dit, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je cite, la poursuite des efforts de paix dans l'est de la RDC n'ont de sens que si les parties travaillent sérieusement et si elles tiennent leurs engagements afin que l'on ne perde pas de temps et d'énergie pour des mesures prises pour rétablir la paix dans ce pays frère attaqué. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de l'Angola. La parole est maintenant au Kenya. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Kenya félicite la République populaire de Chine à l'occasion de son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de février. Nous félicitons l'Algérie pour sa présidence au mois de janvier. Nous remercions également les intervenants, ainsi que la ministre, Mme Wagner, de la République démocratique du Congo, la RDC, ainsi que mes collègues représentants permanents des pays de la région. Monsieur le Président, le Kenya est vivement préoccupé par la montée des troubles dans l'est de la RDC, ce qui met en danger la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Les civils et les soldats de la paix tués, le déplacement de personnes qui caractérisent ce conflit aggrave la situation humanitaire déjà terrible dans l'est de la RDC. Nous répétons l'appel
du sommet conjoint SAE-SADC en faveur d'une cessation immédiate et sans condition des hostilités de la part de tous les belligérants et en faveur du retrait des acteurs étrangers de la RDC. Les conséquences des troubles restent très graves pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Il y a des déplacements massifs de personnes, un afflux de réfugiés, la propagation de maladies infectieuses et une augmentation de la prolifération des armes. En outre, la menace du terrorisme représentée par l'OI et la RDC risque de faire tache d'huile alors que le groupe tire parti des troubles pour promouvoir ses activités malveillantes. Monsieur le Président, le Kenya préside actuellement la CAE et il répète la position du sommet conjoint avec la SADC, promouvoir une solution politique plutôt que militaire dans ce conflit. À cet égard, nous réaffirmons notre attachement au processus de Nairobi-Luanda. C'est le cadre le plus viable pour le dialogue et la réconciliation. Nous exhortons également toutes les parties à faire preuve de bonne volonté politique et à véritablement participer aux efforts de médiation. Nous appelons nos chers voisins, la RDC, le Rwanda et tous les autres pays à arrêter de s'accuser mutuellement et à donner une chance au dialogue. Il en va de notre intérêt collectif en tant que région. Arrêtons d'échanger les accusations, donnons une chance au dialogue. C'est dans l'intérêt collectif de notre région. Le Kenya reste attaché au fait d'appuyer les efforts diplomatiques pour rétablir la stabilité dans l'est de la RDC. Mais la communauté internationale doit en faire davantage. C'est pourquoi nous appelons le Conseil à agir de manière déterminée pour endiguer les troubles. Nous devons mettre un terme aux morts et aux souffrances humanitaires des populations locales. Les institutions des Nations Unies et autres organisations humanitaires doivent avoir un accès sans entrave. Le Kenya, pour sa part, reste attaché à tous les efforts qui permettront d'apporter la paix et la stabilité, pas seulement dans l'est de la RDC, mais dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Kenya. La parole est maintenant au Burundi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance à la République populaire de Chine qui assure la présidence de ce Conseil pour le mois de février. You finished a long run. You're hot and thirsty. This is what we call a last resort. If your most recent electricity bill says the rate of last resort, then your rate is like the half-finished water bottle you noticed sitting on a bench. It will serve its purpose, but there are likely better options available. Général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, et M. Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, pour leur présentation riche en informations sur la situation en RDC. Je tiens à saluer particulièrement Son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC et les collègues qui sont ici présents. Le Burundi tient tout d'abord à rappeler qu'il se trouve en RDC dans le cadre strictement d'un accord bilatéral conformément au communiqué de presse de la FDN du 20 mai 2023. Monsieur le Président, le Burundi, fidèle à ses principes de paix et de solidarité, demeure profondément préoccupé par la détérioration de la situation en RDC. La persistance des conflits, particulièrement à l'est de la RDC, la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda et l'occupation prolongée
de vaste zones par des forces étrangères constitue une menace grave pour la stabilité régionale. Cette situation met en lumière les limites et faiblesses de nos mécanismes de paix actuels. Et il est impératif que la communauté internationale prenne des mesures immédiates pour prévenir une guerre régionale. À cet égard, le Burundi propose un plan de paix en 5 points qui s'articule autour des principes de dialogue, de coopération régionale et du respect des souverainetés nationales. Nous croyons fermement qu'une solution durable au conflit en RDC nécessite une action collective, urgente et coordonnée. Voici les éléments clés de notre plan de paix. 1. Mobilisation internationale pour éviter l'escalade du conflit. Il est impératif que la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les acteurs régionaux, s'engagent de manière urgente pour prévenir l'escalade du conflit en RDC et exercer les pressions nécessaires sur les acteurs impliqués dans l'agression de la RDC en violation des principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que son indépendance politique en vue d'obtenir des actes concrets. Si aucune action immédiate n'est entreprise, la crise pourrait se transformer en un conflit régional plus vaste, menaçant non seulement la RDC, mais aussi toute la région des Grands Lacs. Nous appelons à une réponse rapide, cohérente et déterminée pour éviter un embrasement régional dont personne ne peut prédire avec précision les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région, avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. 2. Le retrait des forces étrangères non invitées et le démantèlement des groupes armés. Pour parvenir à une paix durable, il est nécessaire que les forces étrangères non invitées, y compris celles du Rwanda, se retirent immédiatement de la RDC et respectent son intégrité territoriale. Parallèlement, la communauté internationale doit soutenir activement le démantèlement de tous les groupes armés, à la fois locaux et étrangers, dont les FDLR, qui continuent de nourrir l'instabilité dans la région. Il est crucial que ces actions soient menées de manière à protéger les civils congolais qui sont les principales victimes de cette violence. L'inertie et l'attentisme de la communauté internationale nourrit la poursuite des combats et l'appétit de l'agresseur à poursuivre l'occupation des territoires congolais, ce qui pourrait créer un mauvais précédent de nature à pousser les autres États d'user de la force pour grignoter sur les territoires des autres États indépendants sans craindre l'action de la communauté internationale. Un jour de plus, sans action concrète d'arrêter la guerre à l'est de la RDC, équivaut à des centaines de morts de civils innocentes, y compris les femmes et les enfants. Non, agissons vite pour être du bon côté de l'histoire, sinon, en cas d'immobilisme, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, la communauté internationale a laissé la situation à l'est de la RDC se dégrader avec des conséquences graves sur le plan sécuritaire et humanitaire. La crédibilité de ce prestigieux Conseil, organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, en dépend. 3. Le M23 et la voie du dialogue intercongolais. Quant au M23, il est impératif que ce groupe, s'il se revendique congolais, intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté est-africaine. Ce processus devrait permettre aux Congolais de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes sans ingérence extérieure.
Nous croyons que le dialogue interne est la seule voie pour arriver à une paix durable en RDC, respectant la souveraineté et l'intégrité du pays. 4. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous appelons également à un cessez-le-feu immédiat et sans condition pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et créer un environnement propice au dialogue intercongolais. Ce cessez-le-feu serait un premier pas vers une solution pacifique du conflit, réduisant la souffrance des civils, en particulier des femmes et des enfants, qui sont les premières victimes de cette guerre. Une fois respecté, le cessez-le-feu permettra de favoriser un climat favorable au dialogue intercongolais et au retour des déplacés internes et aux réfugiés de retourner dans leur foyer et les élèves à l'école. 5. Renforcement des mécanismes régionaux et internationaux. Enfin, il est crucial de renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'assurer un financement suffisant pour les opérations de paix en Afrique. Le Burundi plaide également pour une accélération de l'opérationnalisation de la force africaine en attente afin de permettre à l'Afrique de répondre efficacement à ses propres crises. Une coopération renforcée entre l'Union africaine, les Nations unies et les acteurs régionaux est essentielle pour garantir une réponse cohérente et efficace face à ces défis. Monsieur le Président, le Burundi réaffirme son engagement envers la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous croyons fermement que seule une action collective et une coopération internationale renforcée permettront de surmonter les défis auxquels la RDC est confrontée. Nous appelons tous les membres du Conseil de sécurité à soutenir ce plan de paix dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée pour garantir un avenir pacifique et prospère pour tous les peuples de la région. En définitive, le Burundi, comme beaucoup de pays africains, soutient le projet de résolution REV 2 en circulation sur la RDC dans sa version actuelle et appelle tous les membres du Conseil de sécurité et tout particulièrement, je dis bien tout particulièrement les A3, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone et la Somalie, de le soutenir pour respecter le souhait de l'écrasante majorité d'Africains qui condamnent la violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Aucun pays, aucun peuple ne souhaiterait que son territoire et sa souveraineté soient violés au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le Burundi de son intervention. Je donne maintenant la parole à l'Afrique du Sud. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaiterions, une fois encore, féliciter la République populaire de Chine de son accession à la présidence du Conseil pour le mois de février. Nous remercions Madame Keïta et Monsieur Huang Xiai de leurs interventions riches en enseignements. Nous saluons la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner. L'Afrique du Sud souhaiterait remercier les Nations Unies et ses États membres pour les condoléances qui ont été présentées à la suite des décès de nos casques bleus dans l'Est de la RDC. Nous souhaiterions dire toute notre gratitude à celles et ceux qui ont joué un rôle dans le rapatriement des dépouilles de nos soldats qui ont péri. Monsieur le Président, depuis les réunions d'urgence du Conseil de sécurité, les 26 et 28 janvier 2025, la situation dans l'Est de la RDC s'est détériorée. En dépit des appels répétés en faveur d'un cessez-le-feu et de la retenue, le M23 et ses alliés
continue de capturer des territoires dans la région de l'Est de RDC. La capitale du Nord Kivu, Goma,